Merci de nous rejoindre sur Radio J pour ce 180e jour de guerre contre le Hamas. On le commente tous les matins. La dernière actualité, l'actualité de ce matin, c'est cette attaque. Hier soir, 4 policiers israéliens ont été blessés lors d'un attentat à la voiture bélier. Et ce, alors que la guerre se poursuit au sud et au nord d'Israël. Et pour commenter cette actualité, justement, et tout ce qui se passe aussi sur la scène politique en Israël, nous sommes en ligne avec Pierre Lursa, écrivain, spécialiste de l'histoire du sionisme et notamment de Vladimir Jabotinsky. Bonjour Pierre. Ah, on vous entend pas. On va essayer de remettre. Bonjour Pierre, est-ce que vous m'entendez ? Moi, je vous entends très bien, oui. Super, on vous entend. Bonjour, merci d'être avec nous sur Radio J. Alors, vous avez écrit notamment Les mythes fondateurs de l'antisionisme contemporain qui vient d'être réédité justement aux éditions BOD. Alors, on parle de cette guerre, Pierre. Quel regard vous portez justement sur ce conflit déjà 6 mois ? Est-ce que c'est une guerre qui s'enlise selon vous ? Ah non, je dirais pas du tout que c'est une guerre qui s'enlise. C'est simplement une guerre longue. Et je dirais que c'est peut-être la guerre la plus longue depuis 1948. Et à certains égards, c'est une nouvelle guerre d'indépendance. Et on le voit, je dirais, à la fois dans le nombre de nos ennemis qui nous attaquent de tous les côtés. Cette semaine encore, depuis les milices irakiennes, on a l'impression qu'effectivement, il y a une espèce comme un remake de la guerre d'indépendance. Et on le voit aussi dans la détermination de l'armée et de la société civile israélienne tout entière qui justement font preuve d'une résilience à toute épreuve et c'est tout à fait tout à fait frappant de voir cette résilience israélienne. Alors, un remake de la guerre d'indépendance, mais tous les objectifs de la guerre n'ont pas été remplis. Pierre, la destruction totale du Hamas, le retour des otages, il y a toujours 134 otages dans la bande de Gaza. Ça pousse aussi à nous interroger sur la stratégie d'Israël dans cette guerre, la stratégie, justement, la suite qu'Israël devrait donner à cette guerre. Il y a aussi le Nord avec le Hezbollah. Comment vous voyez, vous, la suite des événements là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? J'ai l'impression que l'armée d'Israël et le gouvernement israélien se sont préparés à cette option d'une guerre longue et que ce qui est important aujourd'hui, c'est de garder le souffle et la capacité d'endurance dont Israël a fait preuve jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas faiblir, il ne faut pas céder à la tentation de croire que ça y est, c'est maintenant ou jamais. Et c'est un petit peu derrière cette tentation qui anime ceux qui organisent maintenant des manifestations pour dire qu'il faut soit des élections, soit qu'il faut céder aux exigences du Hamas. Il faut garder cette espèce d'esprit il faut surtout pas céder à cette tentation parce que ça serait quelque part faire le jeu de nos ennemis. Alors, vous parlez des manifestations justement contre Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, et pour la libération des otages, des manifestations qui ont fusionné en Israël. Vous n'êtes pas d'accord justement avec les slogans qui sont scandés, avec justement la mobilisation en cours depuis maintenant quelques jours ? Oui, je suis un peu au cœur de cette actualité puisque j'habite pas très loin de la résidence du Premier ministre à Jérusalem et j'ai vu hier soir les manifestants. On a vraiment l'impression que en Israël, il y a deux narratifs complètement différents et le second narratif, donc heureusement très minoritaire, des gens qui manifestent contre le gouvernement, quelque part contre les objectifs du gouvernement, donc contre les objectifs de la guerre, ou qui pensent qu'ils ont une meilleure solution pour ramener les otages, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Il n'y a pas de meilleure solution, il n'y a pas de solution miracle. Et je crois que la solution que Tsahal essaye d'appliquer, c'est la meilleure et c'est la seule finalement. Donc vous parlez de deux visions justement. Alors entre Benyamin Netanyahou et ceux qui le soutiennent, ceux qui manifestent dans la rue et qui sont contre le gouvernement, ce sont, vous qui êtes spécialiste justement de l'histoire du sionisme, deux visions du sionisme qui s'affrontent selon vous ? Non, je dirais pas qu'il y a deux visions du sionisme. Je dirais plutôt qu'il y a toujours cette vieille tentation de renoncer aux fondamentaux du sionisme qu'on a vu à l'œuvre bien avant la guerre, qu'on a vu à l'œuvre aussi pendant le débat sur la réforme judiciaire. Et il y a aussi quelque part des anciennes élites qui se battent pour conserver leur pouvoir. Il y a ce que certains appellent le deep state israélien, c'est-à-dire un vieil establishment qui a perdu le pouvoir par les élections et qui ne s'en est toujours pas remis. Et c'est un petit peu la même histoire qui se rejoue depuis plusieurs années et même depuis plusieurs décennies, parce qu'on peut faire commencer tout ça lorsque Menachem Begin est arrivé au pouvoir. Il y a une certaine gauche en Israël qui ne s'est toujours pas remise de l'arrivée au pouvoir de la droite en 1977, donc ça date pas d'hier. Et malheureusement, on a l'impression que c'est comme un disque rayé qui se rejoue depuis lors. Alors Pierre, Eva Soto, justement, qui est en studio avec moi, a une question pour vous. Bonjour Pierre.
Bonjour Eva. Par rapport justement à ces manifestations, ce qu'on a vu, c'est une sorte de déplacement avec, effectivement, vous l'avez évoqué, la réforme judiciaire et ses contestations dans la rue. Et ce déplacement a lieu désormais sur le sort des otages. Comment vous l'expliquez ? Je dirais que il y a effectivement, ce sont les mêmes organisations, notamment Achim Laneshek, donc Frères d'Armes et d'autres, qui qui mènent cette agitation, qui dirigent cette agitation permanente ou quasi permanente depuis maintenant donc des mois et des années, depuis bien avant la guerre, et qui finalement ont recyclé ce nouveau thème du retour des otages, et malheureusement, je dirais de manière tout à fait regrettable et presque honteuse, ont utilisé le sujet très douloureux des otages pour en faire un argument politique et quelque part pour diviser la société israélienne, alors que ça devrait être un sujet au contraire d'union de la société israélienne. Il faut savoir quand même que la majorité des familles des otages ne sont pas dans la rue aujourd'hui contre le gouvernement. C'est une petite poignée des familles des otages qui évidemment représentent tout le spectrum de l'échiquier politique en Israël, mais c'est une petite partie des familles d'otages qui sont, à mon sens, manipulées par ces organisations anti-gouvernement. Alors que se profile la date anniversaire des 6 mois de la guerre, ce sera dimanche. Pierre Lursa, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la guerre la plus longue à laquelle Israël a à faire face depuis sa déclaration d'indépendance en 1948. Combien de temps la société israélienne peut tenir, d'après vous, puisqu'on le voit, ces manifestations, certes minoritaires, sont assez violentes et elles donnent aussi une image d'Israël à l'extérieur, notamment aux groupes terroristes qui probablement voient là-dedans une faiblesse. Absolument. C'est d'autant plus regrettable qu'on sait bien que le Hamas a suivi avec attention pendant les mois qui ont suivi la guerre les divisions internes à la société israélienne, et je pense qu'on se réjouit à Doha, à Gaza et ailleurs parmi les cercles dirigeants du Hamas et de leurs alliés, on se réjouit de voir que cet esprit de division existe toujours en Israël, mais malgré tout, il est quand même beaucoup moins fort qu'avant le 7 octobre, et même les manifestations qu'on a vues hier restent ultra minoritaires. Alors, il y a effectivement, il y a des espèces des gens que j'appelle des agents du chaos, comme des anciens, y compris des anciens chefs d'état-major israéliens, dont tout le monde connaît les noms, qui essayent de souffler sur les braises pour ranimer cette division qui avait malheureusement conduit au 7 octobre. Et évidemment, c'est un aspect tout à fait déplorable. Mais pour répondre à votre question, je pense qu'Israël est prêt à continuer la guerre aussi longtemps qu'il le faudra. On a vu la résilience que j'évoquais tout à l'heure, à la fois dans l'armée elle-même, dans la société civile. Et je pense qu'Israël est prêt à continuer la guerre aussi longtemps qu'il le faudra. En tout cas, Pierre Lursaz, Israël est souvent critiqué comme un État d'apartheid ou un État pas démocratique. Ce qu'on peut peut-être tirer de ces conclusions par rapport à ces manifestations, c'est que la démocratie israélienne reste très dynamique, y compris dans ses formes de contestation. Est-ce que vous n'y voyez pas là aussi un moyen d'être rassuré sur la dynamique de la société israélienne malgré ces 6 mois de guerre ? Oui, bien sûr, on peut toujours se consoler en se disant que nous sommes un État hyper démocratique et que nous donnons à l'opposition le droit de manifester, y compris en pleine guerre, dans la rue, d'assiéger la résidence du Premier ministre. Je ne sais pas si on verrait ça dans d'autres pays démocratiques. Je crois qu'à mon sens, il y a plutôt un excès démocratique en Israël. Il y a une espèce de tout est permis, et on le voit à Jérusalem et on le voit au centre de Jérusalem. On a l'impression que quelque part, et moi je le vois de manière plutôt négative, c'est que finalement, il y a plus aucune vache sacrée en Israël, il y a plus aucune institution qui soit respectée par tout le public comme c'était le cas autrefois, ni l'armée, ni la Cour suprême pour d'autres raisons, ni le gouvernement, ni la Knesset. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est quand même un risque pour la démocratie israélienne. Eh bien, merci beaucoup Pierre Lursa, merci pour toutes ces précisions, ces explications, ce regard ce matin sur ce qui se passe en Israël. Vous publiez notamment les mythes fondateurs de l'antisionisme contemporain, un livre qui vient d'être réédité aux éditions BOD. Vous avez écrit aussi plusieurs livres sur l'histoire du sionisme. Merci beaucoup Pierre Lursa et à très bientôt.